Quand même, là, pour le coup, c'est les papistes qui ont sérieusement dépanné les protestants. Donc, non, mais c'est très intéressant de voir que c'est... De quoi? C'est très œcuménique. Exactement, c'est très œcuménique. Daniel Carcassonne, alors. Oui, c'est difficile, mais je crois qu'il y a quelque chose de très commun là, entre protestantisme et judaïsme. C'est ce que Clara a aussi dit de l'éthique, d'une part, et d'autre part, quand même, il y a un noyau qui tient. Hein, parce que, bon, Clara, peut-être pas tous les jours à l'église, mais il y a un noyau. Ils ne vont pas à l'église chez les protestants. Oui. Malheureux, oh là là, le temps, oh là là, c'est un papiste. On a un papiste. Le temps, je fais un lapsus. J'ai trop fréquenté de catholiques. Et autant. Mais je pense qu'il y a un noyau qui est très fort. Et ça, l'éthique et le comportement par rapport à des questions éthiques, c'est quelque chose de fondamental. Il y a un chapitre dans mon livre, dont je conçois que ce livre est relativement foutraque. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure très gentiment, c'est un chaos qui vous attire. Bon, je pense que c'est assez juste. Il y a un chapitre que je dois beaucoup à Emmanuel Lambert, qui est dans cette salle, et qui est un de nos auteurs, mais aussi une spécialiste de Jean Genet, où j'ai voulu parler de Jean Genet, d'un captif amoureux, pour pouvoir parler d'une question qui m'a toujours beaucoup hanté, qui est le massacre de Sabra et Shatila. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Sabra et Shatila sont deux camps palestiniens qui ont été envahis sous la surveillance de l'armée israélienne, qui était à 200 mètres de là, en 1982, en septembre 1982, et d'où tous les habitants civils, il y avait des armes, mais il n'y avait pratiquement plus que des civils, encore quelques soldats, tous ont été pratiquement massacrés de manière vraiment particulièrement atroce par les chrétiens libanais qui sont des phalangistes, qui sont donc des Maradites, phalangistes qui étaient rendus assez fous furieux à ce moment-là. Et ce massacre m'a toujours obsédé, parce que je ne l'ai jamais compris, je ne le comprends pas. Militairement, je ne le comprends pas. Stratégiquement, je ne le comprends pas. Évidemment, moralement. Et je me suis demandé dans ce chapitre, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été un jeune soldat israélien, un jeune officier. En fait, il y en a quelques-uns qui se sont levés. Il y a en particulier, je le cite, le lieutenant Grabowski, qui est cité dans un certain nombre de livres, et qui, voyant massacrer sous ses yeux, parce qu'il était un peu plus proche du camp, des enfants, une femme, et c'est 3 ou 4 enfants, s'approche des phalangistes, et dit, qu'est-ce que vous faites là? Et ils ont cette réponse terrible, ils disent, on les massacre parce que les enfants, en grandissant, deviendront des terroristes. Et ça, c'est quelque chose qui me terrifie de dire, parce que c'est quand même exactement l'argumentation nazie. Oui. L'idée qu'on doit massacrer aussi les enfants. Pour moi, ça c'est. Et dans ce chapitre, par Jean Genet, parce que Jean Genet a fait un texte très connu sur Sabra et Shatila, je vais vers ça, et c'est un jugement, c'est une éthique, c'est un comportement éthique. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait, je pense que personne ne peut savoir ce qu'on fait dans ce cas-là. Je préfère ne pas être dans cette situation-là. Et ça rejoint aussi autre chose, si vous voulez, c'est que le Liban, on a beaucoup parlé récemment, dans les journaux, cette expression est utilisée littéralement tous les jours, du retour du tragique en Europe, et de l'histoire à cause, effectivement, de la guerre en Ukraine. Mais ce qui m'a beaucoup frappé au Liban, chaque année en y allant, c'est que le tragique est toujours là. Il est installé, il est toujours là. Et, je ne dis pas que les gens s'en foutent, hein, mais ils vivent avec, et jusqu'à donc cet été 2020, où il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, hein, il y a eu plusieurs centaines de, bon, pas des milliers de tonnes, parce que sinon il n'y aura plus de Beyrouth du tout, mais des centaines de tonnes d'ammoniac, de nitrate d'ammonium qui ont explosé. Et moi, c'est vrai que j'avais le passage de Nour, et notre fils était là. C'est là où je peux mais je vais essayer de ne pas pleurer. Non, parce que là, vous avez le tragique qui est immédiatement palpable, et qui est très, pour un Français de ma génération, qui n'a jamais connu la guerre, qui n'a jamais eu beaucoup d'ennuis majeurs, les mêmes ennuis que beaucoup de gens, si vous voulez, pas de guerre, pas d'irruption tragique, pas cette idée que la moitié de la ville peut sauter, bombarder, qu'il faut fuir. Bon, c'est quelque chose de très troublant, et c'est quelque chose qu'on voit par le regard de l'autre, parce que je n'y vais pas en touriste quand même.
Donc je vois à travers le regard des autres, et c'est extrêmement troublant. Comment ils vivent avec le tragique. Là, on parle beaucoup de la question des réfugiés. Ben là, il y a eu 2,5 millions de réfugiés syriens dans un pays qui compte, je sais pas, 6 ou 7 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Tout ça, ce sont des questions qui se posent à nous, qui nous étonnent tous les jours, et qui sont d'une certaine manière banales pour d'autres. Et ce regard ethno-décentré, en fait, que me donne Nour, m'a beaucoup apporté. Alors en fait, je vous avais demandé au départ si vous vous sentiez plus juif. Et je crois que j'ai la réponse parce que j'ai posé une question et vous m'avez répondu par une question. Oui. Donc, vous êtes absolument plus juif. Ça, le protestant, il peut faire. Bon, alors, vous pouvez faire une complète. Non, mais c'est intéressant parce que ce sont des deux cultures qui n'aiment pas les certitudes, ou en tout cas qui sont beaucoup plus tournées vers le doute et la remise en question, Questionnement. oui, que la conviction inamovible. Absolument. Mais alors, justement, il y a la religion. Quand je vous ai posé la question, je me suis dit, c'est un éditeur, c'est quelqu'un qui travaille dans le livre. Le texte. Il y a le texte, voilà. Ça aurait pu être votre réponse, c'est-à-dire, je suis juif aussi, parce qu'à travers ce livre, on se rapproche du livre avec un grand L. C'est quelque chose qui est dans le protestantisme aussi. Exactement. Et vous travaillez dans les livres, et finalement, est-ce que c'est une façon, d'ailleurs les auteurs sont extraordinairement présents dans ce livre, est-ce que vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns, ceux qui vous ont aidé à construire ce récit autour de l'identité, qui sont... Oui, c'est un peu un livre, bibliothèque. C'est pour ça que c'est dur à vendre. C'est-à-dire c'est un livre qui s'appuie sur beaucoup de lectures, c'est vrai, sur un gros travail, je l'avoue. Il y a des auteurs dans lesquels je suis véritablement tombé comme on tombe dans un bain, dans une marmite, dans un puits. L'image du puits est assez présente dans le livre. Il y a beaucoup Lévinas, qui n'est pas le plus facile, Emmanuel Lévinas. Il y a Béni Lévy. Mais il y a aussi des personnages incroyables que j'ai découverts. J'ai beaucoup essayé de faire un portrait plus facile. C'est Maïmonide, qui était un des grands penseurs et un des grands docteurs de la foi, mais qui est aussi un personnage incroyablement moderne, parce que c'est un homme qui vit au Xe siècle. Il est médecin, il préconise par exemple de se laver les mains. Il avait raison avec beaucoup d'avance sur Olivier Véran. Après une journée de travail, je ne sais pas combien d'heures, les gens attendent devant chez lui pour se faire soigner, tout ça dans le Caire de l'époque, qui s'appelle d'ailleurs Fostat, le vieux Caire. Il y a pas mal d'auteurs dans ce livre. J'essaye d'aller de l'un à l'autre, un peu comme Tarzan, en moins musclé, d'une liane à une autre. C'est-à-dire vraiment, je m'appuie sur les auteurs pour aussi aller un peu plus loin, j'espère, dans la réflexion. Il est évident que le texte, pour moi, a un rapport, malgré tout, avec, pas le judaïsme en tant que religion au sens constitué, mais en tant que rapport à la culture, rapport à l'altérité, rapport à la curiosité des autres et des textes. Parce qu'un texte, c'est un autre. Alors, j'ai une dernière question qui est pour vous, Clara. C'est parce que je pense qu'il faut qu'on... On ne peut pas partir. C'est une question autour de la société, de l'évolution de notre société. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Quel regard vous portez sur la prise en charge actuellement par l'État des gens qui sont inadaptés, des enfants différents, comme vous dites. On est dans une société qui n'arrête pas de proclamer, c'est presque idéologiquement la question de l'inclusivité, où on en est par rapport à cette question. Et est-ce que, vous m'avez dit, les jeunes lycéens que j'ai rencontrés notamment au moment de vos rencontres avec les lycéens pour le prix Goncourt, vous ont semblé une nouvelle génération qui avait un regard très différent, justement sur l'altérité et la différence. Alors, quid de ce que fait l'État? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez de notre société par rapport à cette question? La réponse, c'est même pas moi qui l'apporte, mais c'est plus pour le coup les gens concernés aujourd'hui. Mais il se trouve que j'ai été invitée à un moment dans l'émission qui s'appelle Boomerang d'Augustin Trapenard sur France Inter. Et à la fin de cette émission, on a l'invité à 2 minutes de carte blanche. Et il fait ce qu'il veut, il peut faire une chanson, il peut faire tout ce qu'il veut. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lettre ouverte à la bureaucratie française, qui est ma meilleure amie.
hyper proches et on s'estime beaucoup. Et en fait, je faisais un parallèle en me disant, moi j'ai une passion dans ma vie qui est la danse classique, ce qui est vrai. Et toi, bureaucratie, c'est mettre à terre les familles. Et c'était une lettre ouverte comme ça, très ironique et très zébrante sur le fait que la bureaucratie, elle était top parce qu'elle avait des super acronymes pour essorer un peu plus les gens, parce que c'est pas marrant. Et que là où moi j'y mettais beaucoup d'exigences pour faire un entrechat, et ben elle, par exemple, elle allongeait les délais parce que c'est vachement plus marrant. Donc c'était un truc qui était un peu saignant. Et il se trouve que le standard de France Inter à ce moment-là a été complètement débordé par les coups de téléphone des familles qui se reconnaissaient, parce que c'était une réalité en fait dont on parle très peu. Et du coup, France Inter a mis la lettre sur Facebook. Et là, ça s'est ouvert à tout le monde, vous pouvez aller voir, mais il y a eu 10 000 réactions en, je crois, même pas une journée. Et en fait, ce que racontent les gens, c'est, outre le fait que c'est déchirant, mais montre une espèce de carence absolument monumentale dans le suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une famille, si un enfant différent naît, bon courage quand même, parce que ça s'appelle le parcours du combattant. Donc je passe sur le dossier de la MDPH qui fait à peu près, qui dépasse les 35 pages, qui est objectivement c'est très compliqué de le remplir. Puis après les délais sont longs, l'école n'est pas du tout équipée pour, mais on ne l'équipe pas pour. Il se trouve que les fameux auxiliaires de vie scolaire, il n'y en a pas assez, elles sont sous-payées. Donc c'est à l'instit de se débrouiller. L'instit, il a 30 gamins dans sa classe. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête en vérité. Et qu'il y a une espèce, je trouve, de lente maltraitance des familles. On les fait patienter. Enfin, je trouve ça extrêmement choquant, en fait, qu'on en ait le caché. Et surtout, on a affaire là à des gens extrêmement vaillants, parce qu'en silence et dans l'ombre, on se bagarre parce que c'est notre gosse et qu'il faut bien se bagarrer pour lui parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Et la deuxième question c'était ? Le regard peut-être de la jeune génération par rapport Et ben moi je trouve ça bien parce que j'ai l'impression, mais je peux me tromper, mais ils ont quelque chose de très ouvert. Alors après c'est propre aussi à l'adolescence qui fait que les concours des lycéens ils ont 15-16 ans. C'est vrai que là on est assez ouvert à la différence, eux ça leur pose aucun souci. Et en effet, moi je trouvais que c'était quand même un très très bon signe, non seulement de choisir la différence, mais en plus de la porter haut quelque part. Enfin, ça fait quand même assez chaud au cœur. Et puis avec une espèce d'ouverture d'esprit, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit bon écoutez, moi j'ai personne d'handicapé dans mon entourage, ni dans ma famille, ni dans mes copains. En revanche, mes parents divorcent, donc je dois m'adapter. Donc vous voyez comme quoi ça dépasse aussi le cadre du handicap en fait d'un enfant. Et beaucoup aussi m'ont dit l'adolescence est un âge où c'est le grand règne de l'adaptation puisque tout change. Et en effet, je n'avais pas réfléchi, mais physiquement il change, mentalement tout change en fait. Et donc il y en a une qui m'a dit vous vous rendez pas compte, l'adolescence c'est vraiment l'âge de s'adapter à tous les étages quoi. Et en effet, voilà, je me dis, ils ont une plasticité comme ça qui est plutôt de bon augure. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Vous vouliez dire un mot, Manuel ? Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le livre de Clara, frappé a posteriori, je dois dire, je ne pense pas qu'on ait forcément fait exprès, c'est que son titre, S'adapter, dont on avait parlé. Alors après, je terminerai en citant justement le premier titre. C'est-à-dire, s'adapter, c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous tous, pendant ces 3 dernières années. Il a quand même fallu s'adapter à des situations parfois alors que l'on n'était pas habitué. Et il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappé, vous avez trouvé des ciments complètement fous, mais c'est la vérité. Clara a eu le prix Femina, puis le prix Goncourt des lycéens que j'ai appris quand j'étais à Aix, un colloque, elle me téléphonait pour me dire qu'est-ce que vous faites à Aix, je dis je suis un colloque. Mais vous allez rentrer, je dis non, j'ai donné ma parole, je reste à Aix pour un colloque. Et elle a eu, ce qui est plus rare, le Goncourt de Lorient, et Françoise Rossignol me corrige, qui est là et qui le sait, donné, je crois, par 11 pays arabes, 11 pays du monde arabe. Et on va le chercher à Beyrouth. On va le chercher à Beyrouth, j'espère, en octobre, si ça tient encore debout. Et il y a... Vous voulez me faire pleurer, vous ? Et s'il y a des pays qui doivent s'adapter au quotidien,
C'est des pays du monde arabe et particulièrement le Liban. Donc je trouve que cette idée d'adaptation est assez géniale. Il faut encore en acheter 100 000 exemplaires. Non, cette idée d'adaptation a tellement traversé nos vies là qu'il dépasse aussi probablement de manière, voilà, comme une métaphore en fait, le sujet même du livre. Et il faudrait, si on est sur la fin, je voudrais comme juste un petit mot sur le rôle de Valérie, qui est trop modeste pour vous le dire, mais c'est le titre qui me fait penser, parce que au tout départ, S'adapter s'appelait L'inadapté, et à la toute base, Valérie, qui est là, qui dirige la revue des Deux Mondes, m'a téléphoné il y a 2 ans et demi en me disant « Est-ce que tu veux bien faire un texte de carte blanche à un écrivain avec un calibrage très précis qui est 15 000 signes ?» Et j'ai écrit le premier chapitre, L'aînée, qui est une fille, et ça s'appelle L'inadapté, ça tient sur 15 000 signes, donc ça s'arrête au moment où l'enfant meurt. Et ensuite, c'est Valérie qui m'a appelé, Emmanuel m'a appelé, mais les deux étaient d'accord pour dire il faut que ça devienne un roman. Donc, d'abord, à la toute base, il y a quand même Valérie Toragnan qui est là. Et merci. Voilà, merci Valérie. Et c'est intéressant de voir qu'en effet, on s'est demandé avec Emmanuel si on n'allait pas appeler le livre L'inadapté. Et en effet, c'est devenu S'adapter quand après, je suis partie sur la fratrie. Mais c'est marrant de voir. C'est très différent. Hein, oui, c'est très différent. L'inadapté et S'adapter, c'est vraiment. Bon, en tout cas, je vois qu'on me fait des gros yeux. Ouais. C'est dommage parce que c'est de qualité comme échange. C'est dommage. Bravo à eux deux.